Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. L'histoire officielle, celle que nous avons tous appris à l'école, nous enseigne que notre humanité est la première grande civilisation évoluée sur Terre, que les hommes modernes sont la seule espèce intelligente à avoir foulé le sol de notre planète, et que notre histoire remonte à environ 6000 ans. Si l'on en croit la version officielle de l'histoire, la dernière grande extinction de masse, qui a eu lieu il y a environ 12 000 ans, anéantissant entre autres les mammouths, tigres à dents de sabre et autres rhinocéros laineux, a marqué un tournant pour l'évolution de notre planète. Cet événement planétaire est associé au déluge, à une catastrophe ayant frappé la planète entière et ayant exterminé d'innombrables espèces. C'est pour cette raison que nous utilisons le terme antédiluvien pour désigner une période située avant cet événement, et le terme post-diluvien pour parler de ce qui se passe depuis, durant les 12 000 dernières années. Pour résumer très sommairement, avant cette dernière grande extinction, la planète n'était peuplée que d'espèces sauvages et d'hominidés primitifs, vivant parmi les animaux et au rythme de la nature. Mais le fait que notre espèce ait survécu à cette extinction planétaire semble avoir provoqué un déclic évolutif. Les hommes modernes ont alors maîtrisé l'agriculture, l'élevage, avant de développer de grandes civilisations, mésopotamiennes, égyptiennes, mayas, incas, grecques, jusqu'à la mondialisation moderne et l'avènement de la science et de la technologie. Ce résumé extrêmement bref de l'histoire officielle de l'humanité nous montre un développement linéaire des choses. Dans cette version, l'extinction de masse du Pléistocène marque un tournant décisif, faisant passer les hommes d'un mode de vie quasi animal à celui de civilisation intelligente. Nous serions donc la finalité de l'évolution sur Terre, la quintessence de l'intelligence, et surtout les premiers et uniques êtres civilisés à avoir colonisé l'ensemble de la planète. Car comme vous le savez, comme vous l'ont enseigné vos professeurs et les médias, l'homme n'a mondialisé la civilisation que depuis 500 ans et la conquête des Amériques par Christophe Colomb. Puisqu'auparavant la Terre était plate, personne n'avait eu l'idée d'essayer d'en faire le tour. Certes, des civilisations peuplaient ces nouvelles terres, les Mayas d'Amérique centrale, les aborigènes d'Australie ou les Polynésiens des îles du Pacifique par exemple. Mais aucun contact ni échange ne s'était opéré avant. Chacune de ces civilisations évoluait de son côté, dans sa région, jusqu'à ce que les Occidentaux relient tous les peuples pour créer la civilisation mondialisée que nous connaissons aujourd'hui. Cette version de l'histoire est très belle, bien romancée et pourrait facilement avoir son logo Walt Disney en préface, tellement tout semble couler de source et être simple. Pourtant, quand on y regarde de plus près, il semblerait que de nombreuses anomalies viennent perturber les belles lignes du grand livre de l'histoire. Et si ce bel ouvrage que nous prenons tous comme étant l'intégrale de l'humanité n'était en réalité que le dernier tome d'une série commencée il y a bien longtemps? Nous allons voir plusieurs points démontrant que notre civilisation post-diluvienne n'est pas la première à avoir conquis l'intégralité de la planète, que nous ne sommes pas les premiers à avoir échangé d'un continent à l'autre, et que nous ne sommes pas les seuls à avoir connu un développement intellectuel. Vous constaterez que les faits parlent d'eux-mêmes, et que leur parole est nettement plus claire que les murmures de la version douteuse de l'histoire officielle. Nous allons voir certains faits troublants, démontrant l'existence d'une civilisation antédiluvienne ayant prospéré sur l'intégralité du globe.
Puis nous étudierons la faisabilité d'une telle civilisation par rapport à la chronologie du développement de la vie sur notre planète. Le hasard est souvent utilisé de nos jours pour expliquer les faits qui ne collent pas avec la version officielle de l'histoire. Par exemple, c'est par pur hasard que les grandes constructions antiques expriment des valeurs mathématiques complexes, comme pi, le nombre d'or ou le système métrique. Mais les faits que nous allons voir ensemble ne pourront que difficilement être attribués à des coïncidences ou à ce fameux hasard. Examinons 5 preuves réparties sur l'ensemble du globe, démontrant l'existence d'une civilisation antique mondialisée, ne correspondant à aucune de nos civilisations post-diluviennes connues. Rappelons que, selon la version officielle de l'histoire, avant la toute fin du XVe siècle et la découverte des Amériques par Christophe Colomb, aucun contact n'avait eu lieu entre les peuples américains et le reste du monde connu, que ce soit l'Europe, l'Afrique ou l'Asie. Il en va de même pour les îles du Pacifique et l'Océanie en général, qui étaient totalement isolées et vivaient en autarcie. Premièrement, des représentations d'animaux inconnus pour ces lieux sur des gravures mésoaméricaines. Des gravures et sculptures de peuples mésoaméricains, et particulièrement mayas, montrent clairement des éléphants. Ces œuvres ont été réalisées plus de 500 ans avant l'arrivée des premiers colons européens sur le continent américain. Le seul souci avec ces gravures, c'est que les éléphants ne sont pas des animaux naturellement présents sur le continent américain. Ces animaux, connus pour être les plus grands mammifères terrestres, sont exclusivement présents en Afrique et en Asie. Le plus troublant étant certainement la précision de la réalisation. Les éléphants de ces sculptures mayas sont extrêmement réalistes, tant sur la morphologie des animaux que sur leur taille, puisque certaines de ces gravures montrent des hommes posés sur les éléphants. Il semblerait donc que ce peuple précolombien connaissait précisément les caractéristiques de ces animaux, vivant pourtant à plus de 15 000 km de l'Amérique centrale. Aucune trace de pachyderme n'a été retrouvée dans les vestiges de cette civilisation. Ni ossements, ni défense, ni objets en ivoire. Comme si aucun éléphant n'avait posé la patte sur place durant l'époque maya. L'explication la plus plausible reste donc celle de l'acquisition de leurs connaissances. Les Mayas, comme tous les peuples mésoaméricains, Olmèques, Incas ou Aztèques, prétendent tous que leurs connaissances et leurs sciences leur ont été transmises par des hommes non originaires de ces territoires, par des survivants d'une civilisation plus ancienne, venue d'au-delà des océans. Il semblerait donc, si on en croit les dires des Mayas eux-mêmes, que ce peuple n'a jamais vu un éléphant en chair et en os, ni même ne serait monté dessus, mais que les informations sur ces animaux, aussi précises soient-elles, leur aient été transmises par ces hommes. Ces voyageurs, venus d'une civilisation plus ancienne et plus avancée, leur ont transmis leurs connaissances astronomiques, scientifiques, architecturales et mathématiques. Mais au vu des représentations d'éléphants que nous ont léguées les Mayas, il semblerait que la civilisation d'où provenaient ces voyageurs parcourait déjà le globe et s'étendait sur toute la planète. Deuxièmement, des traces de cocaïne et de nicotine retrouvées dans des momies égyptiennes. L'analyse de certaines momies égyptiennes appartenant à l'Ancien Empire, soit plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, a révélé la présence dans le corps des défunts de certaines substances n'existant pas à cette époque sur ce continent. En 1976, la momie de Ramsès II, alors exposée au musée de Paris, fait l'objet de restauration. Les analyses sont alors réalisées sur différents fragments récupérés, et le professeur Lescott découvre alors la présence de restes de feuilles de tabac,
ainsi que de nicotine sur l'ammonie. Cette découverte sera appuyée 6 ans plus tard, en 1982, par le professeur J.R. Stephan, qui analysera l'ammonie et y décèlera la présence de vrillettes du tabac, un minuscule coléoptère qui, comme son nom l'indique, se nourrit exclusivement de feuilles de tabac. Encore plus troublant, le professeur Irina Balabanova a non seulement appuyé la présence de nicotine dans certaines momies égyptiennes, mais elle a également découvert des traces de cocaïne. Si l'on peut trouver aujourd'hui des espèces de tabac en Afrique ou en Asie, il est important de rappeler que ces deux plantes, que sont le tabac et la coca, sont explicitement endémiques de l'Amérique du Sud. Il est donc impossible, si l'on se réfère à la version officielle de l'histoire, que ces plantes aient été utilisées dans l'Égypte antique avant la découverte du continent américain par Christophe Colomb, à la fin du XVe siècle. Pourtant, les résultats sont bien là, et les innombrables critiques, insultes et même menaces qui ont été proférées à l'encontre du professeur Irina Balabanova démontrent que cette découverte pose problème, car elle remet en question toute la version officielle de l'histoire. Troisièmement, des techniques de construction identiques sur toute la planète. Tous les architectes sont d'accord sur un point. Nos constructions modernes ne persisteraient pas plus de quelques siècles si elles étaient laissées à l'abandon et à l'érosion du temps et de la nature. Pourtant, il existe sur toute la planète des monuments antiques de plusieurs milliers d'années qui démontrent une connaissance architecturale, technique et scientifique ayant permis à ces réalisations de traverser les millénaires, résistant aux séismes les plus puissants, aux intempéries répétées et à la destruction de la nature. Que ce soit en Égypte, en Amérique latine ou sur l'île de Pâques, aux quatre coins du globe se dressent des murs cyclopéens. Ces constructions monumentales, constituées de pierres pouvant peser jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes, sont un véritable prodige d'ingénierie. Pour la plupart des personnes, il ne s'agit que de murs constitués de grosses pierres inégales, empilées les unes sur les autres. Mais en réalité, ces murs sont des remparts pouvant littéralement bloquer les ravages du temps et de la nature. La définition courante, pour les murs cyclopéens, consiste à dire qu'il s'agit d'un mode de construction primitif, composé de blocs de pierre entassés de façon à former un mur. Pourtant, quand des techniciens, des ingénieurs et des spécialistes en construction antisismique se sont penchés sur ces réalisations, nous avons enfin pu comprendre toute l'ingéniosité et la complexité de ces murs. Les blocs hétérogènes qui les composent permettent d'encaisser les contraintes sans générer de lignes de faille. En d'autres termes, contrairement à un mur en briques qui se fissure et craque selon les lignes de construction et de niveau, le mur cyclopéen résiste à des séismes de grande ampleur grâce à ses composants irréguliers. Bien sûr, on pourrait alors crier au hasard et dire que si ces murs sont antisismiques, c'est une coïncidence et qu'il n'y a pas de rapport entre la volonté de réaliser ces constructions et le fait qu'elles puissent traverser les âges. Cet argument pourrait parfaitement être plausible si toutes ces constructions ne se trouvaient pas, comme par hasard, sur des zones sismiques. Il paraît donc évident que les murs cyclopéens ont été réalisés dans le but de résister aux tremblements de terre les plus violents. Les bâtisseurs possédaient donc des connaissances antisismiques extrêmement poussées, tout comme pour le travail de la pierre, le calcul mathématique ou le transport. Il faut tout de même rajouter que ces blocs de pierre taillés, pouvant comprendre jusqu'à 12 angles différents et peser plusieurs dizaines de tonnes, sont assemblés sans mortier ni ciment, et qu'ils tiennent debout ainsi depuis des milliers d'années, dans des zones géographiques à forte activité sismique. Le plus étonnant avec ces constructions,
au-delà de leur réalisation d'une complexité incroyable, est qu'on les retrouve quasiment à l'identique sur les 4 continents. Nous pouvons donc trouver les mêmes constructions chez des civilisations différentes et n'ayant jamais eu de contact entre elles. Malgré toutes ces contraintes physiques liées à la réalisation de ces constructions cyclopéennes, on constate que des peuples n'ayant jamais échangé entre eux réalisent exactement les mêmes constructions, malgré les époques et les lieux différents. Concernant les origines de ces constructions, en Amérique latine par exemple, lorsque les conquistadors ont demandé aux Incas si c'était eux qui avaient bâti ces murs gigantesques, les autochtones leur ont tout simplement répondu que non, ces constructions étaient déjà là avant leur arrivée, et qu'ils n'ont fait que les réemployer pour leur propre culte. Il paraît plus que plausible que ces connaissances, voire la réalisation elle-même, soient l'œuvre d'une civilisation avancée, qui, ayant mondialisé son empreinte, nous ait légué ses constructions magistrales aux 4 coins de la planète, chez des peuples ne s'étant pourtant jamais rencontrés. Certains diront que face à un problème identique, les individus d'une même espèce trouvent des solutions identiques. Donc, confrontés au problème de construire des bâtiments antisismiques, les Incas, les Égyptiens ou les habitants de l'île de Pâques ont, comme par hasard, développé le même type d'architecture, construisant des murs hétérogènes en pierre taillée assemblés sans mortier et résistant aux séismes les plus violents. Chacun se fera sa propre opinion, mais le nom que l'on a donné à ces réalisations n'est pas anodin. Les murs cyclopéens. L'image qui en résulte est plus que parlante. Des murs dont la construction paraît si complexe et ardue que seuls les cyclopes de l'Antiquité auraient pu les bâtir. Ces géants fantastiques dont la force permit de forger les armes des dieux grecs. Nous sommes quand même bien loin de l'image de tas de cailloux entassés par hasard, résistant au pire séisme par hasard, et traversant les millénaires par hasard. Quatrièmement, le site mégalithique de Göbekli Tepe, datant de plus de 12 000 ans. Il aura fallu attendre la fin du XXe siècle, soit plus de 30 ans après sa découverte, pour que le site de Göbekli Tepe soit fouillé et étudié par des équipes d'archéologues. Situé au sud-est de la Turquie, ce lieu s'avère être un véritable bijou historique concernant les origines de l'humanité. Göbekli Tepe est officiellement le plus ancien site construit par la main de l'homme. Daté à plus de 12 000 ans, il précède de 6 500 ans les premières villes sumériennes et devance de plus de 7 500 ans la civilisation égyptienne. Si tout le monde s'était enfin accordé pour faire démarrer l'histoire de l'humanité à Sumer, il y a 6 000 ans, la découverte de Göbekli Tepe fait s'écrouler le château de cartes de l'histoire. Placé sur un tel, une colline artificielle de 15 mètres de haut pour 300 mètres de diamètre, ce site unique dévoile des enceintes mégalithiques circulaires, réalisées avec des monolithes calcaires en forme de T, pesant plus de 10 tonnes et pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur. Les piliers monumentaux de ces temples sont ornés de sculptures d'animaux. Serpents, taureaux, lions, sangliers, tortues ou scorpions ont été sculptés sur ces monolithes avec un réalisme impressionnant. On peut également y retrouver des formes géométriques complexes et des représentations d'anatomie humaine. Si aujourd'hui seulement une infime partie a pu être mise à jour, des études géomagnétiques des montagnes artificielles alentour ont dévoilé qu'il restait encore au moins 16 cercles mégalithiques enfouis dans le sol, soit plus de 250 pierres monolithiques. La superficie totale de ce site s'étend sur plus de 9 hectares.
Avec le site de Göbekli Tepe, nous sommes donc face à une construction monumentale, de par sa superficie, tout comme de par la taille des pierres utilisées. Mais le plus impressionnant concernant ce site reste sa datation officielle, avec des pièces remontant à plus de 14 000 ans, ce qui place donc ce site comme étant une réalisation antédiluvienne, remontant à plus de 12 000 ans. Concernant le peuple qui l'a bâti, les historiens et archéologues nous disent que, puisque la datation remonte à la fin du Paléolithique, ce sont donc des chasseurs-cueilleurs qui ont construit Göbekli Tepe, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de peuple sédentaire, pas d'agriculture ni d'élevage, et que puisqu'il n'y avait que des nomades chasseurs-cueilleurs il y a 12 000 ans, cela ne peut être que l'œuvre de nomades chasseurs-cueilleurs. Et c'est là que le bât blesse. La construction d'un tel lieu, sur une telle surface, avec une architecture aussi travaillée, nécessite une organisation, une logistique, une main-d'œuvre et un savoir-faire bien supérieur à celui de simples chasseurs-cueilleurs. Il a été estimé à 500 le nombre d'ouvriers nécessaires à la réalisation de Göbekli Tepe. Croyez-vous réellement que réunir les hommes, le matériel, les vivres, l'eau potable, les sanitaires, les logements et les outils, pour ne parler que de l'organisation matérielle d'un tel chantier, ait pu être réalisé par un peuple nomade, devant changer de localisation 2 à 3 fois par an? Tout ceci ne concerne que la logistique matérielle, la qualité des sculptures réalisées sur les piliers, l'extraction, la taille et le transport des monolithes, la mise en place et la conception architecturale même de ce site prouvent que le peuple qui l'a réalisé possédait un grand savoir et une organisation digne des plus grandes civilisations post-diluviennes. Comment nourrir plus de 500 ouvriers pendant des années sans posséder l'agriculture et l'élevage? En chassant du gibier et en ramassant des baies? Comment bâtir des temples sur des hectares avec des pierres de 10 tonnes sans connaître les bases de l'architecture et des mathématiques? Par pur hasard? Et comment acquérir le savoir-faire du travail de la pierre, de la sculpture, quand tout le temps et l'énergie d'un peuple est tourné vers la chasse et le déplacement permanent? En analysant simplement le site de Göbekli Tepe, on ne peut que se rendre compte de la complexité et du niveau de développement nécessaire pour sa réalisation. De toute évidence, ce ne sont pas des chasseurs-cueilleurs qui l'ont bâti, et les connaissances dont ils ont fait preuve, il y a 14 000 ans, démontrent bien que la civilisation humaine ne commence pas à Sumer il y a 6 000 ans, mais qu'elle était déjà présente à une époque antédiluvienne. Cinquièmement, les cartes antiques du globe terrestre. Selon l'histoire officielle, la cartographie du globe, comprenant les 5 grands continents et considérant notre planète comme une sphère et non plus comme un disque, date de la fin du XVe siècle et de la découverte du continent américain par Christophe Colomb. Mais de nombreux documents démontrent des connaissances similaires, voire supérieures, à une époque pourtant bien plus reculée. Le plus célèbre de ces artefacts est certainement la carte de Piri Reis, montrant clairement les côtes sud de l'Amérique latine et le nord de l'Antarctique non gelé. Cette carte fut dessinée par l'amiral turc Piri Reis en 1513. Jusque-là, d'un point de vue chronologique, rien n'est extrêmement choquant, puisque sa réalisation date de plus de 20 ans après la découverte des Amériques. Mais 3 points vont venir faire de cette carte un objet cristallisant les doutes sur la version officielle de l'histoire. Premièrement, les détails des côtes, des reliefs et des cours d'eau ne correspondent pas aux connaissances de cette région pour l'époque. Si l'Amérique centrale et les Antilles, tout comme la côte est de l'Amérique du Nord, commençaient à peine à être cartographiées par les marins européens,
les côtes sud de l'Amérique latine, et encore plus le nord de l'Antarctique, étaient toujours inconnus, tant sur les pourtours des terres, les reliefs, que les fleuves. De plus, le nord du continent antarctique y est représenté sans la couche de glace qui le recouvre, et les comparatifs modernes avec les cartes satellites ont démontré que cette cartographie était extrêmement proche, prenant en compte les fleuves et les montagnes existantes, piégées aujourd'hui sous une couche de glace de plusieurs dizaines de mètres. Les scientifiques s'accordent pour dire que la glaciation du continent antarctique remonte au moins à 12 000 ans. La civilisation ayant réalisé cette carte connaissait donc ces côtes dénuées de glace, telles qu'elles étaient à une époque antédiluvienne. Deuxièmement, de l'aveu même de Piri Reis, il n'était pas le réalisateur originel de cette carte. L'amiral turc n'aurait fait que copier des copies de cartes bien plus anciennes, dont les vestiges auraient fini par arriver entre ses mains, avant qu'il n'en reproduise une partie. Les informations contenues dans ce document ne sont donc pas contemporaines du début du XVIe siècle, mais remontent à plusieurs centaines, voire milliers d'années avant la réalisation de ce document. Troisièmement, la carte de Piri Reis indique non seulement la latitude, mais également la longitude, chose extrêmement troublante, puisque cette technique de repérage maritime ne fut mise au point qu'à partir du XVIIIe siècle. La longitude apparaît pourtant clairement sur un document datant du XVIe siècle, et étant lui-même une copie d'un original remontant encore plus loin dans le temps. Mais les anachronismes concernant cette carte ne s'arrêtent pas là. Non content de cartographier des continents, des reliefs et des fleuves inconnus pour l'époque, non content d'utiliser une technique de positionnement qui ne sera mise au point que 2 siècles plus tard, la carte de Piri Reis utilise également une méthode de localisation extrêmement précise, semblable à celle utilisée de nos jours dans les sous-marins. Cette méthode consiste à cartographier le monde depuis un point de départ, et non pas depuis un point de vue général. Cela induit une représentation des côtes qui peut sembler modifiée, déformée, mais qui est en réalité la preuve d'une connaissance géographique et mathématique extrêmement poussée. Selon ce mode de positionnement, le point de départ de la carte de Piri Reis serait la ville égyptienne d'Aswan. Il paraît donc évident que ce document représente à lui seul une faille gigantesque dans la version officielle de l'histoire, et prouve qu'une civilisation avancée, ayant des connaissances maritimes, géographiques et scientifiques au moins équivalentes aux nôtres, existait sur Terre il y a plus de 12 000 ans. Mais la carte de Piri Reis n'est pas la seule représentation de notre planète montrant des continents inconnus à l'époque. Ce sont en réalité des dizaines de cartes de diverses époques qui démontrent un transfert de connaissances venant d'une civilisation antédiluvienne, ou plutôt la perte des connaissances de cette civilisation ayant précédé de plusieurs milliers d'années l'émergence de notre civilisation. Parmi ces différents documents, nous pouvons citer la carte d'Oronsfein, datée de 1531, qui montre clairement les côtes nord de l'Antarctique, aujourd'hui prisonnières sous 1500 mètres de glace. Ou encore la célèbre carte de Mercator, datant de 1569, montrant les montagnes de l'Antarctique recouvertes de glace. Nous pouvons également mentionner la dalle de pierre de la Magna. Cet artefact, trouvé en Équateur en 1984, n'a pas pu être daté, mais les spécialistes s'accordent sur le fait qu'il ne correspond à aucune culture précolombienne connue. Cette petite dalle de pierre de 60 cm de haut s'avère être une carte du monde complète, représentant extrêmement précisément l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, ainsi que 2 autres continents n'existant plus aujourd'hui.
Si la datation physique de cet objet est apparemment impossible, la cartographie réalisée sur cette pierre semble vieille de plusieurs milliers d'années, puisque les côtes de l'Amérique du Nord, ainsi que les Caraïbes, correspondent à une époque où le niveau des océans était différent. La dalle de la Mania semble donc être la plus ancienne carte du monde jamais retrouvée. Nous venons de voir 5 preuves attestant de l'existence d'une civilisation antédiluvienne avancée. Mais de nombreuses autres viennent corroborer ces faits, comme les textes sacrés indiens, les structures sous-marines de Yonaguni sur les côtes du Japon, ou encore les récits de Platon faisant référence à la civilisation antique de l'Atlantide. La question que l'on peut désormais se poser est: est-il possible, chronologiquement, qu'une civilisation avancée ait pu se développer avant la dernière extinction de masse survenue il y a 12 000 ans? Faisons un petit résumé de ce que nous dit l'histoire officielle sur la chronologie du développement de la vie sur notre planète. La Terre se serait formée il y a environ 4,5 milliards d'années, et les premières cellules vivantes, les premières bactéries arborant fièrement un ADN, seraient apparues autour de 3,5 milliards d'années. Les premières formes de vie étaient extrêmement simples, puisqu'il s'agissait d'êtres unicellulaires apparus dans les océans. La vie se développa et évolua lentement dans le milieu aquatique. Et ce n'est que 3 milliards d'années plus tard que la surface de la planète vut apparaître les premières formes de vie. Il y a 450 millions d'années, les plantes colonisèrent la surface de la Terre. Les premiers vertébrés, les poissons osseux, dotés d'un squelette interne, font leur arrivée il y a 400 millions d'années. Puis, il y a 350 millions d'années, la Terre voit apparaître les premiers êtres pouvant vivre totalement libres à sa surface, les reptiles. Il y a 250 millions d'années, l'ère des dinosaures commença, tandis que les premiers mammifères, vivant dans l'ombre des lézards géants, apparaissent il y a environ 200 millions d'années. Pour ce qui concerne notre espèce, les premiers hominidés sont apparus il y a environ 7 millions d'années, et l'Homo sapiens, autrement dit nous, ne pointe le bout de son nez qu'il y a 200 000 ans. Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, vous pourrez constater par vous-même qu'au vu de la chronologie de la vie sur Terre, les hommes ne représentent en fait que la ligne du trait servant à marquer la fin de la frise. Plus sérieusement, sur les 3,5 milliards d'années passées depuis l'apparition de la vie sur Terre, notre espèce n'existe que depuis 200 000 ans, un battement de paupières de la planète. Cela ne représente quand même que 0,005% de la durée de la vie sur Terre. Nous ne sommes que la toute petite feuille qui vient de pousser au sommet d'un chêne millénaire. Mais la durée de propagation de la vie n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Si nous voulons comprendre la chronologie de la vie sur Terre et voir si une civilisation avancée aurait pu apparaître avant la nôtre, il faut également mesurer l'évolution de la complexité de la vie. Une bactérie, même si elle est vivante, se reproduit et transmet son ADN à ses descendants, n'est pas une forme de vie aussi complexe qu'un poisson, qu'un dinosaure ou qu'un mammifère. Une civilisation avancée devra donc apparaître dans une période de complexité de la vie appropriée. Si l'on regarde la courbe de complexité de la vie sur notre planète, depuis l'apparition des premières cellules bactériennes il y a 3,5 milliards d'années, on constate que le développement est certes linéaire, mais qu'il n'est pas en ligne droite. Il forme une courbe à tendance exponentielle. Pour simplifier les choses, plus la complexité de la vie augmente,
plus cela se produit rapidement. Prenons quelques chiffres pour mieux comprendre. Il a fallu 3 milliards d'années à la vie pour évoluer de cellules primitives jusqu'aux premiers animaux vertébrés. Mais ensuite, seulement 200 millions d'années lui auront été nécessaires pour faire évoluer ces premiers vertébrés aquatiques jusqu'aux mammifères. Et en seulement 7 millions d'années, la vie va propulser les premiers hominidés simiesques au rang d'hommes modernes. On constate donc que plus on s'éloigne temporellement du point de départ de la vie, plus l'évolution et la complexification des êtres vivants est rapide. Un autre point très important doit également être pris en compte. Il s'agit de la capacité d'évolution d'une classe. Par exemple, les reptiles sont apparus il y a environ 350 millions d'années, mais leur évolution s'est quasiment stoppée dès que chaque espèce fut adaptée à son environnement. Les crocodiles d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui existaient il y a des millions d'années par exemple. Il en va de même pour l'ensemble des reptiles. Nous pouvons donc constater que la capacité évolutive de cette classe d'animaux est très limitée. En revanche, la capacité d'évolution des dinosaures ou des mammifères les a poussés à se transformer perpétuellement, à évoluer et à toujours se complexifier. Les espèces de dinosaures qui apparurent il y a 250 millions d'années n'ont strictement rien à voir avec celles qui étaient présentes il y a 65 millions d'années, lors de leur extinction. Les dinosaures, de par leur capacité d'évolution, se sont complexifiés au cours des millions d'années, tout comme les mammifères qui ont permis de transformer en 200 millions d'années de minuscules rongeurs en hominidés capables de créer et d'utiliser des outils. Reprenons maintenant le graphique de l'évolution de la vie sur Terre pour visualiser tous ces points. En limitant nos observations aux êtres vertébrés terrestres, nous pouvons constater que les reptiles sont le genre qui existe depuis le plus longtemps sur notre planète. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, leur capacité d'évolution est trop limitée pour leur permettre d'engendrer une civilisation avancée. Viennent ensuite les dinosaures, qui ont régné sur Terre durant près de 200 millions d'années. Durant cette période, extrêmement courte au regard de l'évolution de la vie sur notre planète, les dinosaures n'ont cessé d'évoluer et de se complexifier. Mais comme nous le savons tous, leur règne a pris fin il y a 65 millions d'années, après une extinction de masse qui les a éradiqués de la planète. Concernant les mammifères, cela fait 200 millions d'années qu'ils arpentent le sol de la Terre, mais ce n'est que depuis la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé qu'ils se sont réellement développés pour dominer la vie sur Terre. Sur ces 200 millions d'années, ce n'est que depuis les 7 derniers millions d'années que cette classe a permis l'apparition des hominidés. Et 200 000 ans seulement ont été nécessaires à l'apparition de l'homme moderne. En prenant le développement de notre propre espèce comme exemple, on peut déterminer qu'une période de 200 000 ans est nécessaire pour permettre à une civilisation avancée de voir le jour. Compte tenu de l'infime fragment que cela représente sur la frise du développement de la vie sur Terre, nous pouvons constater qu'il est tout à fait possible qu'une civilisation antédiluvienne avancée ait vu le jour et ait colonisé l'ensemble de la planète. Chronologiquement parlant, rien ne s'y oppose compte tenu de la capacité d'évolution des mammifères. Tout ceci appuie donc les récits concernant les supposées grandes civilisations antédiluviennes, telles que les Hyperboréens, Mu, la Lémurie ou encore l'Atlantide. Il faut tout de même noter que si cette classe existe depuis 200 millions d'années, elle ne domine la vie sur Terre que depuis les 65 derniers millions d'années, après la disparition des dinosaures. Avant la grande extinction de masse de la fin du Crétacé,
Les mammifères vivaient littéralement dans l'ombre des géants reptiliens, et leur évolution se limitait donc à des espèces de très petite taille, généralement reclassées au rang de proie. L'évolution de cette classe ne s'est donc réellement faite que sur 65 millions d'années, quand les mammifères ont pu librement arpenter la Terre et coloniser les différents écosystèmes. Si cet exemple concerne la classe des mammifères, dont nous faisons partie, serait-il possible qu'une autre lignée ait pu donner naissance à une civilisation avancée antédiluvienne ? Si nous reprenons notre frise chronologique, nous pouvons constater que les mammifères ont mis au total 200 millions d'années pour voir apparaître une espèce pouvant engendrer une civilisation. Concernant les autres classes ayant vécu sur notre planète, nous constatons que les dinosaures ont également dominé la vie sur Terre durant le même laps de temps. Comme nous l'avons vu précédemment, cette classe du vivant possédait un grand potentiel d'évolution. Et si les premiers ressemblaient davantage à de gros lézards primitifs, les espèces qui évoluaient sur Terre juste avant leur extinction démontraient un réel bond en avant. Nombre d'entre eux étaient devenus bipèdes, tant chez les carnivores que chez les herbivores, libérant les pattes antérieures et développant pour certains une préhension ou des attributs particuliers sur leurs mains. Chez certaines espèces, nous avons même pu constater des comportements sociaux poussés et des modes de communication semblables à un langage complexe. Les dinosaures ont donc démontré une réelle capacité d'évolution durant les 200 millions d'années de leur règne. Mais comme nous le savons tous, leur suprématie s'est arrêtée nette il y a 65 millions d'années, suite à une catastrophe mondiale ayant entraîné une extinction de masse. 200 millions d'années. C'est justement le temps qu'il aura fallu aux mammifères pour donner naissance aux hommes, et donc à une civilisation avancée. Or, les dinosaures ont eux aussi évolué durant 200 millions d'années. Peut-on imaginer que, juste avant leur disparition totale et soudaine, une espèce aurait pu atteindre un stade d'évolution permettant d'engendrer une civilisation ? Compte tenu du peu de temps nécessaire aux mammifères pour voir naître les humains, il est chronologiquement possible que la grande lignée des dinosaures ait donné naissance à une espèce intelligente, pouvant engendrer une civilisation de type reptilienne. Si cette hypothèse semble tout droit sortie de l'imagination de complotistes ufologues, nous allons constater que certains faits peuvent appuyer cette idée. Nous allons examiner 3 points importants permettant de prendre au sérieux l'éventualité d'une civilisation antédiluvienne avancée de type reptilien, issue de la grande lignée des dinosaures. Le premier argument proposé par les détracteurs de cette idée est que, si une telle civilisation avait existé, nous en retrouverions les traces. Les archéologues ont mis à jour des centaines d'espèces de dinosaures sur toute la planète. Donc, il paraît impossible qu'une espèce intelligente de reptiliens pouvant engendrer une civilisation puisse leur échapper. Mais il faut savoir que la quantité de spécimens retrouvés pour chaque espèce est minimale, et que les squelettes sont généralement incomplets et extrêmement endommagés. Pour la majeure partie des fossiles, les chercheurs ne découvrent souvent qu'une dent, une côte ou un fémur. Pour vous donner une idée, si l'on prend les 3 plus célèbres dinosaures de l'histoire, sachez qu'il n'existe aujourd'hui dans le monde que 4 squelettes du redoutable T-Rex, et que ceux-ci ne sont que partiellement complets.
Concernant le légendaire Triceratops, si 47 spécimens ont été découverts, il n'existe à ce jour qu'un seul et unique squelette retrouvé complet. Et à propos du cauchemardesque Vélociraptor, sachez qu'il n'existe que 6 squelettes retrouvés dans le monde, tous partiels et incomplets. Les fossiles exposés dans les musées sont généralement des reconstitutions visant à combler les nombreuses parties manquantes des animaux. Quant à la multitude des fossiles exposés dans les musées du monde, ce sont tout simplement, pour la plupart, de fidèles reproductions. Si les plus grands animaux que la Terre ait jamais portés sont si difficiles à retrouver dans leur intégralité, et si l'on dispose de si peu de matière concrète sur eux, il est parfaitement possible que les restes d'individus plus évolués, plus petits, et pratiquant peut-être des rites funéraires pour les défunts, ne soient pas encore découverts. Le second point, pouvant corroborer l'hypothèse d'une civilisation antédiluvienne avancée d'origine reptilienne, provient de nos plus anciens cultes. Quand on examine les origines des croyances de tous les peuples de la planète, on constate une omniprésence de créatures reptiliennes, liées aux origines de l'humanité. Que ce soit en Asie, avec les empereurs chinois et japonais qui descendaient directement des dragons divins, en Mésoamérique, avec le culte du serpent à plumes, en Australie, avec la légende du serpent arc-en-ciel, en Mésopotamie, avec les statuettes représentant d'étranges êtres à l'apparence reptilienne, ou en Inde, avec les divinités d'hommes-serpents. Sur toute la planète, les plus anciens peuples possèdent tous un lien fort avec des entités reptiliennes. On peut bien évidemment y ajouter le légendaire serpent parlant du jardin d'Éden de la Bible, ayant poussé Ève afin qu'elle mange le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Pour information, le châtiment divin s'étant abattu sur le serpent parlant consiste à le faire ramper sur la surface de la terre pour l'éternité. Mais un serpent ne rampe-t-il pas déjà sur la terre ? De toute évidence, il s'agissait plus d'un être reptilien pouvant se mouvoir sur des membres, à qui on aurait ôté cette capacité, le rendant ainsi obligé de ramper sur le sol. Dans tous les cas, ces êtres provenaient du passé, étaient considérés comme des divinités supérieures et ont apporté les bases de la civilisation humaine. Il se pourrait donc que ces reptiliens présents aux origines de notre histoire proviennent d'une civilisation plus ancienne. Bien évidemment, cela ne constitue pas une preuve en soi, mais pour tous ceux qui aiment placer le hasard au centre des explications, en voici un très bon exemple. Le dernier point que nous souhaitons mettre en corrélation avec cette hypothèse est le dossier Lacerta. Il s'agit d'un entretien de 3 heures réalisé en Suède par un journaliste en décembre 1999. D'après ce document, le journaliste aurait pu interviewer une reptilienne humanoïde désirant échanger avec des êtres humains dans le cadre d'une étude sociologique de notre espèce. On y apprend l'existence d'hominidés reptiliens, originaires de notre planète et vivant dans d'immenses grottes de plusieurs kilomètres carrés, enfouies entre 2 et 8 kilomètres de profondeur. Ces reptiliens humanoïdes ont une population de quelques centaines de milliers d'individus seulement, et possèdent une technologie très avancée, leur permettant de voyager dans l'espace et d'avoir colonisé d'autres planètes et satellites du système solaire.
Ils seraient les descendants d'une lignée de dinosaures apparus il y a 70 millions d'années et qui auraient survécu à l'extinction de masse du Crétacé. Leur évolution aurait donc perduré durant les 65 millions d'années qui suivirent, pour leur permettre d'atteindre le stade d'espèces intelligentes et technologiquement avancées. Bien évidemment, aucune preuve matérielle ne vient appuyer ces dires, et seule la parole du journaliste ayant dévoilé cette interview hors norme peut être prise en compte. Toutefois, de nombreux détails de ce dossier, long d'une cinquantaine de pages, sont très intrigants et poussent toutes les personnes s'étant penchées dessus à ne pas le classer dans les inepties. Vous avez pu constater que de nombreuses questions restent sans réponse quand on regarde l'histoire officielle. Le manque cruel d'informations et de liens autour de ces faits démontre bien la fragilité de la vision linéaire des choses que l'on veut nous faire croire. Compte tenu de tous ces faits et observations, on ne peut pas exclure la possibilité de l'existence d'une civilisation avancée antédiluvienne ayant légué aux hommes modernes une trace de son histoire. Des mythes les plus anciens aux constructions les plus monumentales, tout semble démontrer que les Homo sapiens d'aujourd'hui ne sont pas la première civilisation à avoir vécu et colonisé l'ensemble de la Terre. Qu'elle soit d'origine reptilienne et remontant à la fin du règne des dinosaures, ou issue de la lignée des hominidés apparus il y a seulement 7 millions d'années, il ne fait aucun doute qu'une civilisation antédiluvienne, ayant exercé son influence sur l'ensemble de la planète, a existé. Les preuves allant dans ce sens ne cessent de s'accumuler, et le mur cyclopéen qu'elles forment ne pourra pas être détruit par le séisme des sceptiques